Avertissement. Cette émission est le résultat de l'enregistrement d'une discussion semi-préparée n'ayant fait l'objet d'aucun montage et de très peu de coupures. Les opinions et commentaires émis par nos invités leur appartiennent et ne reflètent pas nécessairement la pensée des collaborateurs de Connaissez-vous. Nous préférons vous en avertir. Connaissez-vous avec Martin Chouinard. Cette semaine, Martin rencontre un carriériste pouvant se vanter de ne pas avoir baigné dans la routine, Alain Plourde. Qui aurait dit que le projet Connaissez-vous se rendrait à sa 100e? Eh bien oui, aujourd'hui, on célèbre notre 100e émission. Et pour ce faire, j'ai décidé d'inviter quelqu'un qui en fait beaucoup pour le monde des non-voyants, qui en a fait beaucoup et qui continue d'en faire beaucoup, et qui, je pense aussi, en a beaucoup à nous raconter. Donc, on va commencer immédiatement. Mon invité s'appelle Alain Plourde. Tout d'abord, bonjour Alain. Bonjour Martin. Merci beaucoup d'avoir accepté, c'est vraiment très apprécié. Je pense aussi que ça va être très intéressant. Et en plus, comme je le disais avant qu'on commence, la fin de semaine dernière, on était dans un rassemblement où il y avait plusieurs personnes qui te connaissaient, et je me disais que ça avait l'air quand même le fun quand vous vous êtes connus assez jeunes et que ça fait toutes ces années-là que vous vous connaissez et que vous vous voyez encore. Moi, je trouve ça incroyable. Ça fait que on aura sûrement l'occasion d'en parler plus en détail. Mais tout d'abord, j'aimerais qu'on commence par le tout début, et le début, ça ressemble un peu à la naissance. Est-ce que tu peux nous dire un peu, vers quelle année tu es né, toi, Alain? Moi, je suis né en 1959. En 1959. Oui. Et dans quel coin? Je suis né dans le Bas-Saint-Laurent, dans un beau petit village qui s'appelle Rivière-Bleue. Okay. Un village à peu près à l'époque, à peu près 2000 habitants, maintenant peut-être 1300. Donc un village de 2000 habitants, à peu près à 50 kilomètres au sud-est de Rivière-du-Loup. Okay. C'est les frontières du Maine puis de Nouveau-Brunswick. On a une frontière commune, Rivière-Bleue, une frontière commune avec le Maine et le Nouveau-Brunswick. Tu peux mettre le pied sur les trois frontières. Aïe, aïe, OK. Ouais. Donc toi, tu es né là. Et famille nombreuse à l'époque? 4 enfants. 4 enfants. Okay. J'étais le 3e garçon et après moi, il y avait une fille. OK. Les 2 autres, c'était des garçons? Oui, plus vieux que moi. OK. Et toi, ton handicap visuel, est-ce qu'il date du début de ta vie ou non? J'ai vu jusqu'à l'âge de 2 ans. À l'âge de 2 ans, moi, j'ai perdu ma mère à 6 ans. Hein, fait que il y a des affaires de mon enfance que c'est mes tantes qui m'ont raconté. Hein. OK. Fait que c'est soit la rougeole ou une méningite qui a fait en sorte que j'ai perdu la vue à l'âge de 2 ans. C'est mon père qui s'en est rendu compte. Mon père était bûcheron, fait que quand il est revenu au bout d'une semaine ou 2 semaines, parce que des bûcherons dans ce temps-là, ils partaient il allait bûcher, on va dire, sur le Maine. Puis il partait pour une semaine, pour 2 semaines. Il partait longtemps, là. Puis quand il est revenu, il s'est rendu compte que je fonçais plus dans les chaises que je fonçais quand il est parti. Fait qu'il s'est dit, il y a de quoi qui s'est passé. Puis ils ont investigué, puis ils ont vu que j'avais perdu de la vision. Là. Mais il faut se replacer en 1961. Hein, c'est pour ça que je suis pas sûr à 100% si c'est une méningite ou la rougeole. Okay, parce que j'ai eu les deux concomitants. Là. Ah oui! Fait que à peu de distance une de l'autre, si on peut dire. OK, bon Dieu, ça lâchait pas les problèmes dans ce temps-là. OK. Donc, forcément, le reste de ta famille, eux, ont pas de problème de vision? Non. OK. Je suis le seul. OK. Et là, est-ce que tu dis 2 ans, mais toi, qu'est-ce que tu te souviens de ce temps-là? Est-ce que ça a été comme plus tard, j'imagine, que tu t'en es aperçu toi aussi, puis... Moi, je vais te dire que je me souviens pas l'avoir vu. OK. Par contre, quand j'ai perdu la vision, j'avais déjà acquis la marche, j'avais déjà commencé à courir. Autrement dit, j'avais le développement moteur, si on peut dire, était quand même fait pour un bout, là. Dans le sens que
0-2 ans, on se développe au niveau moteur, tout ça, fait que je me souviens pas d'avoir vu. OK. Je me souviens pas d'avoir vu, puis je pense que la première fois que je me suis rendu compte que je voyais pas, que ça m'a que je voyais qu'il y avait une différence réelle. Ce que je me souviens le plus, j'avais à peu près 4 ans, puis il y avait quelqu'un de l'INCA qui était venu à la maison pour moi. Okay. Ça m'a fait, oh, il y a quelqu'un qui vient pour moi, là, c'est comme ça, c'est le premier souvenir, c'est-à-dire que j'ai qu'il y avait une différence. Ça marquait un peu la différence, là, le fait qu'il y a quelqu'un qui se déplace, là, pour venir. Pour offrir pour t'aider, pour offrir des services. Oh, ça, je pourrais pas dire, il est venu une seule fois. Ah oui? OK. D'accord, OK. Et là, comment ça s'est passé après pour l'école, tout ça? Parce que tu me disais avant l'ouverture du micro, toi, t'es allé à Louis Braille seulement qu'au secondaire. C'est que le primaire, ça s'est tout fait. Moi, j'ai fait mon primaire à l'école primaire de Rivière-Bleue, là, dans l'école de Rivière-Bleue. Je dirais que j'ai été chanceux. J'ai eu une prof très, très bien en première année qui m'a pris sous son aile. Ça, moi, je pense que c'est essentiel pour les personnes qui voient pas. Si tu te fais, en partant, on va dire une prof qui n'aurait pas voulu avoir une personne qui voyait pas dans sa classe, là, ça aurait été sûrement plus pénible. Mais j'ai eu la chance d'avoir une prof qui t'a accepté. Qui a accepté, puis qui a accepté de m'aider. OK. Fait que la première année, ça s'est très bien passé. Deuxième aussi, troisième aussi. Faut dire aussi qu'en première, deuxième, troisième, c'est écrit plus gros dans les livres. Hein. C'est 1 et 2. À cet âge-là, le cristallin est au meilleur de sa forme et il peut produire lui-même un grossissement un peu. Fait que je réussissais à lire. Je te dis pas que je lisais facilement, mais je réussissais à lire. Fait que ça s'est relativement bien passé. En quatrième année, j'ai eu une prof qui ne m'aidait vraiment pas. Là, ça a été plus difficile. Puis en plus, à partir de la quatrième année, on aurait dit que les caractères dans les livres diminuaient. Fait que j'étais à peu près plus capable de lire. Il essayait de me trouver des loupes, je me souviens des loupes, des très, très grosses loupes. Il pensait plus que la loupe était grosse, plus que ça grossissait, mais ce qui n'est pas le cas, plus qu'elle si la loupe est grande, la courbure est pas... Comme moi, les loupes que j'ai actuellement sont très petites, mais sont fortes. C'est ça. Fait que il essayait de me trouver des loupes, mais j'avais vraiment de la difficulté à lire. Je dirais ma 4e, 5e et 6e année du primaire, je l'ai fait en étant à peu près plus capable de lire. Je passais mes examens oraux. Là. OK. Puis, à mon époque, il y avait encore une 7e année. Fait que au mois de janvier de ma 7e année, je suis allé à Loubraille. Ah oui, en cours d'année? Ouais. J'ai réussi à tout passer mes années, mais plus ça allait, plus c'était difficile à cause du fait que j'étais plus capable de lire. Ouais, parce que là, tu sentais aussi que tu fonctionnais pas comme les autres. Ouais, mais je l'ai vu, je m'en suis rapidement rendu compte au niveau scolaire. Là. Mais c'est tu sais, il y a de plus en plus de nouveaux. Quand tu es plus capable de lire, ça veut dire que tu peux plus t'étudies pas. Tout ce que tu fais, c'est que tu écoutes le prof, puis tu essayes de retenir et de faire tes examens avec ce que tu as retenu. Là, ça devient de plus en plus difficile. Effectivement. Puis moi, quand j'avais dans ma première année du primaire, ma mère est décédée quand j'avais 6 ans aussi. Fait que ça a été un dur coup. Ouais, mais oui, ça c'est sûr. Mais la prof justement en question que dans ma première année, elle m'a même gardé chez nous le soir. Fait que autrement dit, ça m'a vraiment donné un coup de pouce. Ça. OK. Le fait quand elle a vu qu'en plus ma mère était pour mourir, on dirait qu'elle m'a pris sous son aile. Tu sais, fait que c'est encore plus. Là. Ouais. OK. Mais c'est ça. À la fin, c'est sûr que avoir resté par chez moi, étant donné que j'avais aucune possibilité de lire, c'est sûr qu'à la longue, puis il y avait pas de prof, itinérant dans ce temps-là. Là. Je veux dire, les écoles, ils s'organisaient comme ils pouvaient. Là. Fait que donc ça aurait venu. Il y a un temps où j'aurais pu être capable, probablement.
Et c'était-tu fréquent, ça, que l'élève parte en milieu d'année comme ça pour un transfert comme à Louis Braille? Est-ce que... Ça, je pourrais pas dire. Non? Moi, vu que je restais quand même assez loin, etc., c'est probablement qu'on savait pas que Louis Braille existait. Puis, chez moi, on faisait pas de pression dans le sens que j'aille dans une école spécialisée. Okay. Puis moi-même, j'en faisais pas. J'étais très correct, je veux dire. Mais probablement que l'école, à un moment donné, elle s'est rendue compte, il passera pas à travers, fait que ils ont probablement. Mais selon moi, c'était. Si je me fie à ce que j'ai vu à Louis Braille dans le temps que j'y étais, c'est l'exception. OK. Et est-ce que tu te rappelles de ton arrivée à Louis Braille? Oui, je me souviens de mon arrivée à Louis Braille. En janvier. Mon père, mon père à l'époque était gardien de nuit dans un garage et il servait le gaz. Il était pompiste, mais en même temps, il était le gardien du garage. Fait qu'il travaillait de 11 heures le soir à l'époque, je pense que c'était à 8 heures le matin. Fait qu'à 8 heures, quand il a eu fini, on a embarqué dans l'auto puis on a monté à Longueuil. Puis lui, il est redescendu le soir chez nous. Fait qu'on est arrivé à Longueuil, j'imagine, vers 1h, 2h l'après-midi ou 3h, je pourrais pas dire. Puis, puis c'est ça. Je veux dire, je t'avais compté aussi que c'est pas... que quand je suis arrivé à Louis Braille, à l'époque, il y avait à peu près 10% de la clientèle qui avait des problèmes autres que la déficience visuelle, si on peut dire, soit des problèmes déficience intellectuelle ou encore un peu de retard au niveau social, tu sais, des choses comme ça. Il y en avait peut-être 10% à l'époque. Puis ces 10%-là, ils étaient souvent dans les corridors. Dans le corridor qui du long des salles. Fait que quand j'étais arrivé, puis je me souviens que moi-même, je me disais, voyons non, ce qui se passe ici. Puis mon père, il avait l'air à se poser la question, je le laisse-tu ici? C'est-tu normal? Mais c'est parce qu'on en parlait samedi passé, quand on était au rassemblement, puis personne, ou à peu près, avait été en contact avec d'autres personnes non-voyantes, là, avant d'arriver à Louis Braille. Donc, là, il y a tout l'aspect d'être uniquement avec des non-voyants et être aussi avec d'autres problématiques. Oui, c'est ça. Moi, j'en connaissais pas l'autre personne qui voyait pas. C'est la première fois que je voyais d'autres personnes qui voyaient pas effectivement, parce que à Rivière-Bleue, j'étais le seul dans le village qui voyait pas. Là. Et là, juste avant qu'on rentre complètement à Louis Braille, parce que tu dis, bon, j'étais le seul dans le village, est-ce que l'aspect social avec les enfants de ton âge, est-ce que ça allait quand même? Est-ce qu'ils comprenaient ce qui se passait? Est-ce qu'ils t'intégraient dans les jeux? Est-ce que ça allait bien, ça, quand même? Moi, au niveau social, ça allait très, très, très bien. OK. Parce que, vu qu'il y avait 2000 habitants, tout le monde me connaissait dans le village, ou à peu près. Je veux dire, je ne parle pas des personnes âgées qui étaient... Non, mais les familles. C'est les familles. Et moi, je connaissais à peu près tout le monde. En plus de ça, c'est toujours les gens... Puis j'étais quelqu'un d'assez fonceur. Fait que je jouais au soccer avec le monde, je jouais au hockey, je courais, j'allais dans le bois avec les autres, je faisais de la bicyclette. Puis j'étais quelqu'un qui avait pas peur entre guillemets de planter dans le sens tomber et me relever et recontinuer. Là. Je veux dire, j'étais assez dur sur mon corps, si on veut dire. Il y avait pas grand-chose qui m'arrêtait, si on peut dire. C'est sûr que quand je dis je jouais au hockey avec les autres, je m'organisais pour jouer un rôle qui allait avec ma vision. C'était pas moi qui marquais les buts, là. Moi, ce que je faisais, c'est que j'en prenais un de l'autre côté que je jugeais qui était assez bon et je le suivais toute la partie pour que lui puisse pas marquer de but. Tu sais, autrement, je m'organisais pour me donner un rôle où ça m'avantageait. Puis
Puis d'y aller avec tes compétences puis tes capacités. C'est ça. Au soccer, j'étais quand même le ballon était quand même assez gros. Je réussissais. Les sports que je pouvais pas faire, c'était c'est sûr que j'ai jamais joué dans une équipe organisée au hockey. En voyant pas, c'était trop difficile pour moi. Mm-hmm. J'ai déjà joué au ballon-ballet, par contre, à l'adolescence dans une équipe. Il y a le baseball que j'étais vraiment pas capable de jouer. Mais les autres choses, comme jouer à la cachette, puis tout ça, jouer à la taille, puis jouer ballon prisonnier, j'étais pas très bon, mais c'est sûr que c'est pas moi qui faisais gagner mon équipe, là, mais drapeau, je m'en tirais. Tu sais, autrement dit, j'étais vraiment intégré au niveau social. J'avais quand même pas mal d'amis. Là. À l'adolescence, j'étais dans un groupe de 15-20, puis j'avais 5-6 bons chums, dont 3 que je côtoie encore aujourd'hui quand je descends à Rivière-Bleue. OK, d'accord. Je veux dire, le fait que ça soit une petite municipalité, je pense que ça facilitait l'intégration. C'est parce que chez nous, les déficients intellectuels, il y en avait. Là. Les déficients intellectuels, les gens, il y avait quelqu'un qui avait une déficience intellectuelle, parce que chez nous, les gens l'embauchaient pour faire des travaux à la maison. Autrement dit, à l'époque, dans un petit village, on intégrait les gens qui avaient des différences. Qui avaient des différences. Okay. Ça se faisait comme naturellement. J'imagine que c'était le même dans tous les villages, mais en tout cas, moi, chez nous, c'était comme ça. C'était comme ça. J'avais un de mes cousins qui était déficient intellectuel. Il allait les jeunes de son âge, il le prenait comme mascotte au baseball. Okay. Lui, il était très heureux d'être mascotte, de transporter les battes, puis les bâtons, puis ces choses-là. Fait que et les autres jeunes de son âge, ils voyaient bien qu'il y avait une différence, mais eux autres, ils se disaient pourquoi pas le rendre heureux. Autrement dit, ils l'intégraient de différentes façons. C'est ça, il faisait quand même quelque chose à faire, il y avait une utilité, puis il était content. Puis... Fait que non, moi j'ai été très très chanceux de ce côté-là. Comme je te dis, j'ai encore au moins 3 personnes que je vois annuellement au moins. Là, OK, qui sont restés des bons amis. Des bons amis. Quand je descends à Rivière-Bleue, encore aujourd'hui, si je vois à l'épicerie, exemple, ben il y a toujours au moins 4-5 personnes qui m'accostent, salut, puis je veux dire, mais c'est un petit village. C'est l'avantage d'un petit village. Et là, l'arrivée à Louis Braille, ça, comment ça s'est passé? C'est sûr que quand tu quittes ta famille à l'âge de 12 ans, j'arrivais à 13 ans. C'est difficile, ça, quand même. C'est quand même assez difficile. Tu perds tes amis. Je dirais que c'est plus mes amis, là. Oublie pas, je t'ai rendu au début à l'adolescence. Oui. Fait que c'est plus mes amis que ma famille comme telle. Puis là, faut que tu t'intègres dans un autre établissement, là. Puis un groupe qui est déjà fait. Faut que tu fasses. Moi, quand je suis arrivé à Louis Braille, je m'en souviens encore aujourd'hui parce que à l'époque, à chaque année, puis moi, vu que j'arrivais, ils l'ont probablement fait quand je suis arrivé, ils prenaient nos mensurations. Je mesurais 4 pieds 11, puis je pesais 81 livres, je m'en souviens encore. OK. Fait que 81 livres, 4 pieds 11. J'avais pas encore mué. J'avais, contrairement à tous les autres qui restaient là, qui étaient là parce qu'ils n'avaient pas le droit, j'avais les cheveux aux épaules. Ma voix, ça avait l'air d'une voix de fille. Quand je suis arrivé, les gens m'appelaient la fille. À force que c'était probablement à cause de mes cheveux longs puis du fait que ma voix était... donc, juste pour fait que t'arrives donc, à 81 livres, 4 pieds 11. Ouais, c'est pas grand, c'est pas gros. Fait qu'il faut que tu fasses ta place. Je me souviens que moi, je me suis battu à peu près 4 fois à Louis Braille et 3 fois dans les 2 premières semaines. Okay. Autrement dit, puis probablement que ça a fait en sorte que j'ai fait ma place. C'est ça, t'as dit, on va régler l'aspect un peu... Mais je sais pas, ça s'est fait tout seul. Je pourrais pas dire pourquoi c'est arrivé. Mais tout ce que je peux dire 48 ans après, c'est je me suis à peu près 4 ou 5 fois à l'Oubraille, puis là-dessus, il y a 3 fois dans les 2 premières semaines. C'est probablement que les gens me testaient ou qui faisaient des choses que je jugeais qui étaient pas normales. Autrement dit que
Fait que, En tout cas, qui te dérangeait. qui me forcément. dérangeait. Il doit s'être passé quelque chose, je me souviens même plus les raisons. C'est ça, mais on se souvient qu'il y a eu quand même des points qui se sont fait aller un peu, là. Puis malgré que je mesurais 4 pieds 11, puis je faisais 89 livres, autrement dit, je m'en laissais pas. J'étais le genre qui s'en laissait pas imposer. Ouais. Ben, c'est comme on disait, hein, c'était de prendre sa place, puis... C'est ça. Puis tout compte fait, ça s'est assez bien fait. Puis l'Ouvrail, l'avantage qu'il y avait, c'est une chose qu'il y avait qui a fait que j'ai aimé ça rapidement, c'est qu'il y avait une piscine, 2 patinoires, un gymnase. Pour quelqu'un qui aimait le sport. Moi j'étais quelqu'un qui aimait le sport. Pour quelqu'un qui aimait le sport, à l'Ouvrail, on peut dire qu'on avait pour notre argent. On faisait du sport de 8h à 8h20 le matin. D'un récré, on avait 15 minutes, on faisait quand même un peu de sport. Sur l'heure du midi, de midi et demi à 1h10, on en faisait aussi. On avait du sport obligatoire de 4 à 5, puis de 7 à 8. Mais pour moi, il n'y avait rien d'obligatoire là-dedans. J'aimais le sport. Temps libre égalait le sport. Là. Oui, puis c'est quelque chose que j'aimais. Je restais là les fins de semaine en plus. À l'époque, c'est Rivière-Bleue de Longueuil, c'est à peu près 490 km. Ouais, à l'époque, c'est ça. 490 km, c'était loin, là. Fait que je descendais à peu près 5-6 fois par année. Fait que les fins de semaine, là aussi, on pouvait faire du sport. On faisait des jeux de société aussi. J'ai appris à jouer aux échecs. J'ai les jeux d'échecs, les jeux de dames, les jeux de cartes, on pouvait écouter de la musique. Il y avait une salle dédiée à la musique où il y avait un système de son, je dirais, correct. Moi, je suis pas très bon en musique, fait que je suis pas le meilleur pour juger de la qualité du système de son, là, mais je disais qu'il était au moins potable. Fait qu'on avait un système de son avec à l'époque, c'était des longs jeux. Oui. À l'époque, c'était des 10 vinyles. Bah, ça revient de toute façon un petit peu. On avait ça. Tu sais, autrement dit, il y avait vraiment beaucoup de possibilités de faire des choses. Mais tu dis, pour ceux qui aimaient le sport, bon, il y avait beaucoup de possibilités de sport. Est-ce que puis tu dis aussi qu'il y avait du sport obligatoire, c'est que tout le monde, dans le fond, aime ou aime pas, en faisait? Oui, sauf les gens qui avaient des contre-indications médicales. Au Il y a niveau des gens qui physique, ont eu là, des décollements de rétine, exemple. Là, OK. Eux autres, comme des raisons, ils ne pouvaient pas en faire. OK. Mais les autres, c'était oui. Par contre, il y avait des activités du soir après le souper. Dans les activités, il y avait des activités aussi musicales. Moi, comme des raisons, je faisais plus les activités sport, mais il y avait des gens qui faisaient plus des activités musicales, aller écouter des longs jeux, justement. OK. Du classique, ou du jazz, ou du Charlebois. À l'époque, il y avait du Charlebois, puis en tout cas, OK. les gens de l'époque. Mais moi, dans mon cas, c'était plus le sport. OK. Entre autres, la piscine. Oui, tu demandais beaucoup aux gens de t'accompagner à la piscine. Oui, hein? puis J'ai su ça, en fin de semaine. puis la première année, là, de janvier à juin, on avait normalement un cours de piscine pour apprendre à nager, là, soit pré-juvénile, juvénile, junior, intermédiaire, senior ou médaille de bronze. Ça fait, tu sais, les niveaux. Les niveaux. Mhm. Moi, quand j'étais arrivé, j'étais dans le pré-juvénile, puis rendu au mois de juin, j'étais allé tellement souvent, j'allais pas juste à mes cours, j'allais tant que je pouvais, puis j'allais avec d'autres groupes. Fait au mois de juin, j'étais rendu déjà à junior. J'avais passé pré-juvénile, j'avais passé juvénile, puis je pense, on va dire que l'autre d'après c'était intermédiaire ou junior, je me souviens plus, j'avais passé celui-là aussi. OK, ça fait haut. Fait que j'avais appris à nager, là, vraiment, là, à l'Ouvrail. OK. Avant quand je suis arrivé, je nageais à peu près pas, là. J'avais pas peur de l'eau, mais je nageais pas. OK. Fait que non, la première année, le premier 6 mois, j'étais allé énormément à la piscine. Fait qu'il y avait ça, il y avait la piscine. En plus de ça, moi, je me rendais bien compte, par chez nous, que j'étais sur le point de plus être capable d'aller à l'école. Fait que, ce qui me rendait triste de quitter, je me souviens que quand je quittais en train, moi. Ah oui? Je prenais le train à Rivière-Bleue, 9h15, je pense, le matin, puis j'arrivais à Longueuil fin d'après-midi, soir. Et je me souviens, quand je quittais, je chantais toujours la chanson, il a dit oui avec la tête, il a dit non avec le cœur. Ah. Dans le sens que
ça me faisait quelque chose de quitter mes chums de Rivière-Bleue. Mais je savais que si je voulais faire des études, C'est ça. qu'il fallait que je quitte. C'est que ça compensait. Puis à Loubraille, à un moment donné, je me suis fait des chums aussi. Fait que Ben, j'avais c'est des ça, chums hein. à Rivière-Bleue et des chums à Loubraille. Puis, moi, dès l'âge de 9-10 ans, je me suis dit, il faut que j'aille à l'école. Il faut que je fasse des études. OK, ça, c'était déjà quelque chose que tu Oui, sentais. parce que je me suis dit, je suis pas capable de bûcher. Parce que par chez nous, il y avait des bûcherons. Je suis pas capable de bûcher. Je suis pas capable d'aller travailler dans une scierie. Je suis pas capable de chauffer un camion. Je suis pas capable de chauffer un tracteur. Fait que tous les emplois qu'il y avait par chez moi, il y avait aucun emploi que je pouvais faire à cause de ma déficience visuelle. Fait que je me suis... Déjà à l'âge de 9-10 ans, je me suis dit, il faut que je fasse un emploi où je vais plus me servir de ma tête, si on peut dire. Oui. Fait qu'il y avait ça qui m'encourageait à aller à Louvaille en me disant que j'avais plus de chances de pouvoir faire des études. Mais parlons justement un peu de l'aspect académique à Louis Braille, parce que bon, là, tu parlais de toutes les activités, le temps, parce que vous aviez du temps libre quand même, vous passiez les fins de semaine, les soirs là, c'est sûr, fallait vous occuper. Mais l'aspect académique, je veux dire, ça a dû quand même être différent. Je veux dire, toi, t'as appris le braille ou pas? Au niveau académique, la première année que je suis arrivé, il y a eu un religieux, le frère Canville, qui c'est pas celui qui s'occupait de ça, j'imagine, là. Il m'a trouvé une paire de lunettes, des 6X. Ça, c'était des lunettes très puissantes pour l'époque. Des 6X, actuellement, je lis avec des 16X, juste pour te montrer là, que 6X, c'était pas si puissant que ça. Je lis avec des 16X, par contre, j'ai perdu un petit peu de vision en vieillissant depuis le temps. Fait que c'est pour ça qu'il m'en faut un peu plus, mais 6X, c'était limite. Les loupes qui me passaient à Rivière-Bleue, selon moi, c'était à peu près des 2X. Fait que c'est pour ça que c'était pas assez fort. Ouais, OK. Fait que là, avec une paire de lunettes 6X, je réussissais à lire. Et ça faisait peut-être 2 ans que j'avais pas lu, ou à peu près. Pour moi, c'était comme une révélation. Oh, je suis redevenu capable de lire. Fait que déjà là, c'était bien. Donc, j'ai fait ma 7e année, la moitié de la 7e année avec mes lunettes. Au début de la 8e année, j'ai appris le braille. OK. La 8e année, on disait ça dans le temps, c'est secondaire 1. Oui. Au début du secondaire 1, j'ai appris le braille. J'ai appris le braille de septembre à décembre. Mais après avoir appris le braille, j'ai choisi de continuer à travailler avec mes lunettes. OK. Fait que j'ai appris le braille, mais je l'ai pas vraiment utilisé à Louvaille. Okay. Ça m'a été énormément utile dans ma vie, mais pas beaucoup à Louvaille. Dans le cadre des études. Dans le cadre des études. OK. Fait que, mais tu parlais des études à Louvaille. À Louvaille, premièrement, il y avait des profs de qualité. Comme partout ailleurs, il y en avait des moins bons, là, mais règle générale, les profs étaient de qualité. Ils prenaient leur tâche à cœur. Et en plus, on avait 2 heures d'études par jour. De 5 à 6, puis de 8 à 9. OK. Puis moi, j'ai toujours été un gars assez pragmatique. Je me disais, tant qu'à être pogné de 5 à 6 pour étudier dans une salle d'études, puis de 8 à 9, mais pourquoi pas étudier? Fait que veux pas, ça m'a aidé aussi. En plus de mes heures d'école, il y avait 2 heures d'études. Fait que ces 2 heures d'études-là, ben, t'approfondis tes matières, veux pas. Ça que t'étais studieux, t'aimais apprendre. Pas énormément. Non. Mais j'étais j'étudiais pas j'étais pas un intellectuel. OK. Puis j'étais pas quelqu'un qui étudiait avec passion. Mais tant qu'à passer 2 heures là, t'étais à ton affaire. Pourquoi pas l'utiliser okay. à bon escient. D'accord. Fait que puis j'ai eu à l'ouvrage, j'ai eu des très bons profs. Puis les matières enseignées, moi, quand je suis retourné par chez moi, j'ai fait mon secondaire 5 à Cabanou.
Cabaneau, c'était le secondaire 5 qui se donnait pas à Rivière-Bleue. Il se donnait à Cabaneau. Tout le monde de Rivière-Bleue, autrement dit, allait faire le secondaire 5 à Cabaneau. Puis il se donnait pas à Louis Braille non plus. Non, il se donnait pas à Louis Braille. C'est ça qui... Puis, vous aviez comme pas le choix de partir à ce moment-là. C'est ça. Fait que quand je suis arrivé à Cabaneau, là, en mon secondaire 5, on avait... je me suis rendu compte qu'on avait eu de meilleurs contenus à Loubraille que dans le réseau régulier. OK, c'est que On t'avais avait pas... une culture générale plus grande. OK. C'est nous autres à Loubraille, ils nous emmenaient voir du Molière, puis du Marivaux, puis ils nous emmenaient voir l'orchestre symphonique, puis nous, tu sais, autrement dit, en plus de la dimension scolaire, il y avait une dimension culturelle plus grande. J'avais comme mon bagage était plus grand que les gens de l'école régulière. OK. Je te disais avant de commencer que pour moi, ceux qui me disaient hey, c'est pas drôle d'aller à l'ouvrage, je lui répondais ben un tel puis un tel, les parents les envoient dans un collège privé. Je dis moi je m'envoie dans un collège privé. Puis là, moi j'ai la chance que mon père n'est pas obligé de payer. Fait que toujours deux façons de voir les choses. Ben oui, c'est quand même une façon assez, je dirais assez sage quand même. Pour, ouais, puis hein? je trouvais qu'on était comme dans un sens privilégié. Fait que non, moi j'ai vraiment. Puis aussi une autre chose, je réfléchissais à ça en m'en venant, puis je disais comment ça fait que je trouve toujours tout beau. Parce que quand j'étais sur place, les éducateurs du temps ou les profs du temps te diraient que je chialais tout le temps. Ah oui? Ouais. OK. Mais on dirait que maintenant que je ne vois que les bons côtés, mais je me rends compte que en général dans la vie, j'ai tendance à oublier tout ce qui était négatif et à ne retenir que le positif. Ça doit être mon tempérament qui est comme ça. Fait que je me souviens juste du positif. Bon. Mais pendant que j'étais là, moi je chialais tout le temps. Je chialais contre les règlements, je chialais contre la bouffe, je chialais contre je veux dire, j'étais pas, on peut pas dire que j'étais un yes man. Puis, par contre, aujourd'hui, quand je regarde ça, je me souviens que je chialais, mais je me souviens plus, autrement dit, je n'ai à peu près que du positif à dire. OK. Comme la bouffe, je chialais contre la bouffe, mais, je suis jamais mort de faim là. Je m'organisais tout le temps pour manger à ma faim et plus. Fait que c'est je dirais règle générale, j'ai beaucoup apprécié les 4 ans et demi que j'ai passé là. OK. Et là, le secondaire 5, autrement dit, au retour au régulier, on peut dire ça comme ça s'est bien fait, ça s'est bien passé. Oui, ça s'est bien passé. Je suis allé voir tout de suite la direction. Je lui ai dit, moi, j'aimerais avoir 5 périodes libres par semaine. Et je lui ai dit, j'aimerais prendre les cours qu'il faut pour aller au cégep. Puis pas plus. Et étant donné que je vois pas, je prendrais les 5 périodes-là pour aller à la bibliothèque pour travailler. Ils m'ont dit, c'est correct. Fait que. OK. Ça qui t'ont accommodé. Ils m'ont accommodé. Dans ce temps-là, il y avait pas de prof itinérant encore là. C'est moi qui allais les voir puis qui dealait mes affaires. OK. Il fallait j'étais assez fronceur, tu sais, j'étais pas quelqu'un qui je savais ce que je voulais, ce qu'on peut dire. Et donc j'avais pris les cours qu'il fallait pour pouvoir aller au cégep, pour avoir les crédits nécessaires au secondaire 5, après le secondaire 5 plus anglais. Au bout d'un mois, j'ai lâché l'anglais. Moi, j'ai toujours eu de la difficulté en anglais, fait que j'ai lâché au bout d'un mois, donc ça me faisait 10 périodes libres. Fait que, dans le fond, mes 10 périodes libres par semaine, ça me faisait 10 heures pour étudier. Fait que tu sais, je veux pas Puis là, il me restait juste 5 cours. Les 5 cours qu'il me fallait pour que je puisse rentrer au cégep. Avoir les crédits puis tout ça. À l'époque, je pense que c'était français, il me restait français, maths, géo, histoire, puis religion, puis méthodologie. OK. Fait que puis le restant du temps, j'allais à la bibliothèque. Fait que ça faisait en sorte que le soir, j'étais pas obligé d'étudier chez nous, autrement dit, je réglais ça. Mais
de 8h15 le matin à 4h, on va dire, je consacrais ce temps-là de ma journée à l'étude, là, à au l'étude. travail. Puis... Moi, je considérais que quand j'étais dans la classe, j'étais là. Et quand tu vois pas, surtout à l'époque, il n'y avait pas d'ordinateur. Hein. Non. Fait que quand tu vois pas, t'as pas accès à la documentation. C'est dur d'avoir à lire. Je lisais à 125 mots minute avec mes minutes. Quelqu'un qui lit en braille, il lit à 150 mots minute à peu près. Moi, je lisais à peu près 125. Et donc, c'est long à lire. Fait que je m'organisais pour quand j'étais dans la classe, pour écouter, pour pouvoir aller chercher le plus de matière possible pour limiter mon temps d'étude d'autant. C'est ça, parce que bon... J'étais pas dans l'une, moi, dans la classe. J'étais là, vraiment. Puis l'heure qu'il fallait que... Les 2 heures par jour que j'avais de libre pour aller à la bibliothèque, j'allais à la bibliothèque et je travaillais. Je sais pas si tu comprends. Oui, c'était vraiment du temps bien investi, là. C'est ça. Par contre, le soir, chez nous, mais là, chez vous, forcément, ça te laissait quand même plus de... C'est ça. De temps. Mais ça s'est très bien passé. Ouais. Ça veut dire que j'ai jamais eu... Je savais que j'allais réussir mon secondaire 5, là. Et là, tu avais déjà l'idée pour le cégep? Ouais, comme je te dis, depuis l'âge de 9 ans, je me disais, il faut que je fasse ces études. Fait que, dans ma tête, il y avait pas de... C'était sûr que j'allais au cégep, là. OK. Puis, fait que le cégep, je fais de mon cégep à Rivière-du-Loup, en sciences humaines plus maths. Ça aussi, ça s'est relativement bien fait. On était une quinzaine de Rivière-Bleue qui allaient au cégep en même temps. Fait qu'on était déjà une gang qui se connaissait, plus ceux qu'on avait connus à Cabano. Fait qu'au niveau social, j'avais du monde en masse autour de moi. La première année, j'ai resté en résidence. Fait qu'il y avait du monde de Rivière-Bleue qui restait en résidence aussi. Fait que, autrement, j'avais tout le temps des gens avec moi. Il y avait pas de problème là. La deuxième année, je suis resté en appartement. 4 d'un toit et demi. Oh boy. 4 d'un toit et demi, 3 dans la même chambre. Puis puis à ce moment-là, je restais avec une fille là, on restait 4 d'un toit et demi, mais moi j'avais une des filles qui restait avec nous, c'était comme ma conjointe entre guillemets, on peut dire ma conjointe. Mais j'étais jeune, là, je veux dire, c'est une conjointe de début de l'âge adulte. Oui, mais quand même, je veux dire. Puis fait qu'on était 4 en appartement. Au niveau collégial, ça s'est bien passé aussi. Moi, ce que je faisais, dans le fond, c'est que le premier cours, quand je rentrais dans un cours pour la première fois, j'écoutais le premier ou le deuxième cours, selon comment ça allait, j'écoutais et je m'organisais pour avoir à poser une question, au moins une question dans les 2 premiers cours. OK. Et je m'organisais pour que ma question elle ait un préambule pour montrer que je comprenais la matière, et que je posais une question pour que ça aille un cran plus loin, même si je savais la réponse. OK. Pour montrer aux autres élèves que j'étais quelqu'un qui était... Parce que quand vient le temps de se mettre en équipe, quand tu vois pas, c'est plus dur de... Les gens, quand ils se mettent en équipe, souvent, ils se regardent avec les yeux, ils se font signe. Moi, si quelqu'un me fait signe avec les yeux, là, c'est sûr que j'irai pas. Hein? Fait que je m'organisais pour montrer que je pouvais être un atout en équipe. Et à la fin du premier cours, j'allais toujours voir le prof, puis je lui disais que je voyais pas. Puis je lui disais, mon nom c'est Alain. Si tu veux me poser une question, regarde-moi pas, dis Alain. C'est autrement dit. Puis, tout ce que tu écris au tableau, la seule affaire que je te demanderais, c'est que tout ce que tu écris au tableau, que tu le dises en l'écrivant. Puis là, il me disait, c'est correct. Puis je lui disais, c'est sûr que tu vas l'oublier. Offuse-toi pas si je te le rappelle pendant le cours. Il dit, non, tu me le rappelleras si je l'oublie. Autrement dit, je mettais ces choses-là au point en partant. Fait que quand il s'oubliait, je pouvais dire, tu te souviens, je vois pas, fait que si tu veux dire ce que t'écris. Je sais pas si tu vois un peu, j'avais comme... Il fallait que tu sois un peu fonceur. Oublie pas qu'à l'époque, il y avait pas ça, même
Maintenant, dans les Les cégeps... services là, d'aide aux Ouais. étudiants, là, puis tout ça. Ouais. C'est que c'était tout toi, forcément, qu'il fallait qu'ils parlent avec les profs, qu'ils leur expliquent ta situation, puis qu'ils leur demandent un peu ce que C'est ça. ce que tu avais besoin. Surtout que moi, ça paraissait pas. Hein. J'avais pas de canne. J'ai pas de canne encore aujourd'hui. Ça fait que ça paraît pas. J'ai pas de canne, puis mes yeux, ils ont pas de... Tu sais, il y a des gens que ça paraît, là, que... Je sais pas, moi, si on on va dire quelqu'un qui est albinos, mais c'est les yeux rouges, un autre qui était l'affaire, tu vois dans l'œil qu'il y a quelque chose qui marche. Moi, mes yeux ça paraît pas dans les yeux. J'ai pas de canne, je me déplace rapidement, je me déplace avec facilité malgré mon faible résidu visuel parce que j'ai comme pas peur. Fait que ça paraît pas, fait que c'est... C'est ça. Ça que là, ça peut jouer des petits tours. Oui. Mhm. Les gens qui jasaient avec moi dans un cours, je lui disais toujours, je finissais par lui dire que je voyais pas, puis je lui disais, si tu me rencontres demain dans le corridor, fais-moi pas juste un signe, parce que tu vas trouver que je suis très snob. Ben oui. Parce que je te verrai pas. Tu vois un peu, j'essayais de... mais c'est sûr que ça mais ça a quand même bien été au cégep. OK. Et là, qu'est-ce qu'il y avait de prévu après le cégep? Oh, ben, moi, c'était clair aussi qu'il fallait aller à l'université. OK. Fait que, et j'ai choisi service social parce que je savais qu'il y avait des personnes ayant une déficience visuelle qui avaient fait service social. Fait que je me suis dit, oh, je vais être capable de le faire. Moi, mon but, là, c'était un bac à tout prix. Peu importe dans quoi. OK. J'ai pas fait un bac. Moi, autrement dit, si j'aurais fait un bac vraiment dans ce qui m'aurait le plus intéressé, ça aurait été probablement en administration. OK. Mais je me disais, en administration, ça va être trop difficile, quand tu vois pas, oublie pas que les ordi n'étaient pas encore là non plus, hein. Non, faut pas oublier. Fait que puis je savais qu'il y avait des gens qui avaient réussi en service social, fait que je me suis dit, je vais faire ça en service social. Puis après ça, ben, avec un bac, après ça, on verra par la suite. Fait que j'ai fait des applications à Montréal, à Sherbrooke et à Laval. Puis, Université du Québec à Montréal, Sherbrooke et à Laval, j'ai été accepté à Laval. OK. Puis j'ai été refusé aux deux autres. Probablement que même si j'aurais été accepté aux deux autres, j'aurais été à Laval quand même. Quand même. Oui, parce que c'était la plus près de Rivière-Bleue dans les trois. C'est vrai, d'un sens, ben oui. Puis c'est une bonne université quand même. Oui. Fait que j'ai été accepté à Laval. Je me souviendrai juste montrer. Puis encore là, c'est nous autres qui faisions nos adaptations à l'époque. Il y avait une journée de test. Tu commençais à 8 heures le matin, ça finissait à 4 heures ou 5 heures le soir. Il y avait une journée, il y avait à peu près 6-7 tests différents que tu passais pour être accepté à l'Université Laval. Selon les résultats de ces tests-là, plus tes notes, ça faisait en sorte que tu étais accepté ou non. J'avais négocié avec l'université que j'amène quelqu'un qui allait me lire les questions. Fait que j'étais parti là avec ma conjointe de l'époque. Puis elle lisait les questions. Puis moi, je répondais pendant 7 heures de temps. Puis, comme tu peux voir, les adaptations, on se les faisait nous autres mêmes à l'époque. Ça, mais à quelque part... Moi, j'ai toujours dit que j'étais très heureux qu'il n'y ait pas de prof itinérant à mon époque. Puis qu'il n'y ait pas de service. Parce que ça me permettait de négocier d'organiser ça toi-même. Ouais. Parce que t'étais quelqu'un de fonceur, puis t'étais quelqu'un de pas gêné, puis t'étais quelqu'un qui avait aussi des choses à proposer. Tu sais, parce que ça. Oui, faut que tu proposes. Si t'as rien à proposer, ça va pas bien. C'est ça. Mais je dis ça pour moi, mais quelqu'un d'autre qui est plus gêné ou qui a plus de difficultés, ben lui, les services sont très importants. C'est sûr. Je parle pour moi, là. Ça m'a permis de négocier mes choses par moi-même. Puis l'université, est-ce ça s'est passé à peu près comme le cégep? Ça a été... Ça a été bien aussi. Je veux dire, au niveau académique, aucun problème. Au niveau social, je dirais moins bien intégré qu'au cégep. Parce que au cégep, comme je t'ai dit, il y avait peut-être... beaucoup de monde que je connaissais déjà. Puis, tandis que au niveau universitaire, je connaissais personne à l'université. Je rentrais à l'université en connaissant personne. Fait que ça, c'est déjà un peu plus difficile.
Par contre, je réussissais quand même à m'intégrer un peu, puis à jaser avec le monde pendant les pauses. Quand ils organisaient des parties de ballon-ballet, je jouais, là, tu sais, autrement. J'étais... Ah oui, même dans les sports, tu y allais. Au ballon-ballet, oui, Ouais. on jouait gars et filles, là, de la faculté de service social. OK. Fait qu'il y avait plus de filles que de gars, fait que j'étais un des malheurs. Oublie pas que les gens en service social, là, c'est ça. C'était beaucoup plus des filles, là. Ouais, puis on dirait que les gars étaient pas très bons parce que j'étais dans 2-3 malheurs. OK. En voyant pas. Mais oublie pas que le ballon, c'est gros. Fait que ce qui est important, c'est de courir. Tu sais. Fait que ça, que tu vois ou tu vois pas, tu cours pareil. Là. Fait que c'est ça, je réussissais à jouer au ballon-ballet. Ballon-ballet, j'ai toujours trouvé que c'était le sport le plus facile à jouer avec les personnes qui voient pour un aveugle. Au hockey, c'est plus difficile. Parce que tu vois pas à rondelle. Fait que, Tu peux facilement la perdre. ouais. Mhm. Ben, au hockey, t'as pas le choix, faut juste t'occuper du gars. T'sais, moi, au hockey, je vois pas la rondelle. Fait que faut que je m'occupe d'arrêter le gars physiquement. Tandis qu'au ballon-ballet, je vois plus le ballon. Le ballon. OK. Puis, fait que c'est ça. Fait que les 3 ans à l'université aussi, je restais aussi avec je restais à Québec avec la fille avec qui j'étais, la même fille qu'au cégep. Là. Ah, OK. Fait que elle faisait son deck en informatique au cégep de Sainte-Foy. Fait que on a resté ensemble ces 3 ans-là. Fait que c'est ça. Non, ça a bien été. Au niveau académique, il y a eu aucun problème. Les stages, c'est sûr que il y avait 2 stages à faire. Les stages, c'est sûr que c'était un petit peu... Ça me demandait beaucoup. Je te surprendrai pas en te disant que quand tu vois pas, il faut que tout te demande un peu plus. Hein. Oui, ça. Fait que c'est sûr qu'il fallait que faut que tu sois un peu fonceur, faut que t'en donnes beaucoup là pour réussir. Mais ça c'est vrai pour moi, mais c'est vrai pour tout le monde. Ah oui, ça, c'est sûr que c'est vrai pour tout le monde. Puis Mais les gens t'appliquaient pour aller dans des stages, puis là, bon, tu les rencontrais, puis tu leur disais un peu ce que tu allais être en mesure de faire, puis ils t'acceptaient. Ça s'est-tu quand même relativement bien... oui, parce que en service social, les stages, dans le fond, c'est de rencontrer des gens. Fait que rencontrer des gens, quand tu vois pas, c'est quelque chose qui se fait quand même assez bien. Hein, tu sais. Ce qui était plus dur pour moi, c'était me rendre chez les gens. Mm-hmm. C'était ces choses-là qui demandent. Là. Je veux dire, je sais pas, moi, j'avais un client, entre autres, que je voyais dans Limoilou. J'avais jamais été dans Limoilou. Fait que se rendre là la première fois, c'est difficile. Là. Puis je pouvais pas me dire, je vais prendre un taxi. Là. Je veux dire, quand tu es étudiant, t'as pas des 20 000 à mettre ces taxis. Là. Puis, puis peut-être une affaire que je faisais aussi à l'époque, on n'avait pas d'ordi. Hein, fait que moi, ce que je faisais, dans le fond, c'est que j'écrivais mes travaux à la main. Je donnais ça à une secrétaire qui mettait ça à dactylo. Je remettais ça au prof. OK. Ou je l'écrivais à dactylo, je donnais ça à une secrétaire qu'elle mette à dactylo comme il faut parce que je faisais beaucoup de fautes de frappe, j'étais pas très bon à dactylo. Puis je prenais j'étais pas très fort, puis c'est encore le cas aujourd'hui, j'étais pas très fort en orthographe, fait que je choisissais une secrétaire qui en même temps corrigeait les fautes. Puis je donnais, on va dire 1,25 $ de la feuille. Puis au niveau de la prise de notes, moi j'ai jamais pris de notes. Je trouvais quelqu'un dans la classe pour les cours où c'était important de prendre des notes, parce que les cours, ça n'avait aucune importance de prendre des notes, c'était juste des travaux. Mais quand c'est très important, parce qu'il y avait des examens, là, exemple, pour te donner un exemple, un cours de bio, faut bien que tu prennes des notes. Ce que je faisais, c'est que les 2-3 premiers cours, je surveillais ceux qui me semblaient les plus studieux ou studieuses. C'était souvent des filles, d'ailleurs. J'allais en voir une, puis je lui demandais si je pouvais y acheter ses notes. La plupart du temps, ils me disaient non, je vais te les donner. Fait que je photocopiais les notes, je donnais ça à une secrétaire pour qu'elle mette ça à dactylo.
Je la payais pour qu'elle me mette ça à dactylo. Parce que lire l'écriture manuscrite de la personne, je Non, n'étais ça, pas c'est capable. pas évident. Fait que c'est de même que je me débrouillais. T'sais, autrement dit, faut que tu prennes des moyens pour... Mais sauf que quand tu dis je payais une secrétaire, là, tu la payais de ta poche. Là. Il n'y avait pas de service non, plus je la payais de ma poche. de l'aide financière là, qui te finançait pour ça. Non, mais quand même, à l'époque, on avait les prêts et bourses. Oui. Nous autres, on avait juste les bourses. Puis moi, j'ai été un précurseur de la SQDC. Fait que ça m'aidait à arrondir mes fins d'année financières. Fait que autrement dit, c'était pas un problème. Je te dis pas que ça coûtait pas quand même pas si cher que ça, là. Ça me coûtait peut-être 200-300 pièces par session, là, de ces C'est sûr, mais c'était quand même des frais Ouais. que les autres avaient pas nécessairement. Par contre, on avait la chance d'avoir pas de prêt, juste des bourses. Ça, Oui. c'est un avantage qu'on avait de ce côté-là, là. Quand tu sors d'université, t'as pas une T'as scène pas à de dette, là. rembourser. Ça fait la différence. C'est quand même déjà Ouais. beaucoup. Fait que c'est ça. Le cégep, cégep université, ça s'est, je dirais, relativement bien passé. J'ai pas eu vraiment de problème, là. Puis je me suis jamais senti en péril au niveau, je passerai pas, là. OK, toujours au point que tu disais je vais y parvenir, je vais réussir mes Non, cours. jamais. J'ai lâché des cours. Au cégep, j'ai lâché un cours de maths. J'avais pris mon calcul différentiel intégral 1 avec les sciences pures. Au bout de 2 semaines, j'ai lâché. Oh. Hey, je me disais, je vais bien trop rusher ici. Fait que je l'ai repris avec des sciences humaines après. OK. J'ai lâché un cours de français à un moment donné. C'est un cours de théâtre. Et moi, là, je dois dire que je suis pas très artiste. Hein. Fait que le prof, il fallait faire des affaires comme faire la pendule, ou faire la ci, ou faire la ça. Fait que je me suis dit, non, c'est pas fait pour moi, ça. C'est ça, mais ça. J'ai lâché le cours. Encore là, tu sais, c'est pas fait pour tout le monde. Hein. À un moment donné, j'ai pogné un prof de français au cégep, que tout ce qu'il faisait durant la session, c'est qu'il donnait des dictées. J'ai lâché le cours tout de suite. Mais si je vais reprendre le même cours, mais avec un autre, que ça sera pas des dictées. Mm-hmm. Fait que, tu sais, autrement dit, ça, c'est le genre de décision, faut que tu prennes vite, là, tu sais, puis que, moi, j'avais une confiance comme en moi. C'est les genres de décisions que je prenais, puis que j'attendais pas, là. Je lâchais les cours avant que ça paraisse sur mon bulletin. C'est ça, ouais. Au moment... Puis, par contre, il y a une session que j'avais 9 cours. Ouais. J'avais 3 cours de philo dans la même session. J'avais 3 cours de philo dans la même journée. Ah, j'avais ouais. 11 heures de cours une journée. Et là, ouais. Mais c'est la session où j'ai le mieux réussi. C'est juste pour montrer que j'avais tellement de cours que là j'ai le mieux réussi. Bon. C'est que dans le fond, il n'y a jamais eu trop de problèmes, trop de mauvaises décisions, puis tout s'est bien passé. Non, tout s'est bien passé. OK. J'organisais mes affaires. Oui. C'est un peu Ah, là, c'est clair, par exemple, qu'il faut être minimalement organisé. Puis, fait que c'est ça. Pendant mes études, j'ai jamais travaillé, à part de ce que je t'ai dit tantôt, précurseur à SQDC, qui était pas vraiment un travail. J'ai commencé à travailler pour la première fois entre ma 2e et ma 3e année d'université. OK. Là, je m'étais dit, hey, ça n'a pas de bon sens, mon CV, il n'y a rien dessus. Faut que je réussisse à me trouver une job pour me faire un CV. Donc, j'avais pas été me chercher une job Pour l'argent, mais plus pour... me faire un CV. OK. Parce que je me disais, mais que je finisse l'université, il faut bien que je mette de quoi sur mon CV. Fait que j'étais parti avec ma sœur sur le pouce, monté à Cabano, c'est de trouver une job à Cabano, monté à Rivière-du-Loup. Puis là, fait que là, je lui disais que je voyais pas au centre de main-d'œuvre. Fait que là, il disait, ben là, il n'y a pas de job pour toi. Là, ils ont fini par me dire, il y a peut-être une job au CSS, vu que j'étais en service social. Au CSS, c'est l'équivalent des 6 d'aujourd'hui, là. De Rivière-du-Loup, ils cherchent quelqu'un. Je suis allé là.
J'ai donné mon nom. J'ai revenu chez nous, il était à peu près 3 heures d'après-midi. À 4 heures, j'avais un appel pour une entrevue le lendemain. Oh. Alors, reparti sur le pouce le lendemain pour aller passer l'entrevue. Pendant l'entrevue, je passe mon entrevue au complet. Celui qui me faisait passer l'entrevue, le directeur de ce service-là, ce qu'on peut dire. Je me souviens plus si c'était le directeur du CSS ou le directeur du service. Là. Il me demande quelque chose que là, il fallait que je lise. Fait que là, j'ai dit que je voyais pas. Fait que il dit, ouais, mais comment ça tu m'as dit que tu pouvais te déplacer en auto? Mais j'ai dit, tu m'as demandé si j'avais un auto, je t'ai répondu oui, j'ai un auto. J'ai dit, je vais m'organiser pour que quelqu'un conduise l'auto. Autrement dit, moi, j'ai un auto à ma disposition. C'était ça ta question. Autrement dit. Puis là, il dit, j'étais pour t'embaucher. Il dit, il n'est pas question que je t'embauche pas en cause que tu vois pas. Fait que lui-même, il est allé négocier un contrat d'intégration professionnelle à l'OPSQ pour moi, pour que je puisse embaucher ma sœur qui conduisait l'auto. Ah, ok. Mais il faut dire qu'on était en 1981, c'était l'année des personnes handicapées. Je pense que ça l'avait comme... Ouais, ça l'avait peut-être un peu... en tout cas, ça a été ça ma première job. Ça a été bénéfique. Ouais. Mais c'est une job d'été, là. Okay. Une job de 13 semaines. Mais c'est quand même... ça a été ma première expérience. Fait que ça conclut pas mal pour mes études, ça, Martin. Alain, c'est sûr que de foncer dans la vie, ça t'a servi, de pas avoir peur, de pas trop t'inquiéter. Mais sauf que, bon, t'as dit, je veux aller au cégep, je veux aller à l'université. Maintenant, c'est fait. Après, qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Après la fin de mon université, je dirais que ça a été peut-être l'année la plus difficile. Ah oui? OK. Ouais. Un mois avant la fin de l'université, ou à peu près en même temps que la fin de l'université, moi et ma conjointe, on s'est séparés. OK. Durant l'été, j'ai eu un hernie discale. J'ai pogné une petite job. J'ai eu un petit emploi d'été comme directeur d'une colonie de vacances, plus un centre de jour là, pour les adolescents. Puis lors d'une excursion, j'avais déjà une fragilité dans le dos, et là, je me suis fait un hernie discale en montant une montagne, et j'ai été opéré pour m'enlever une hernie discale au mois d'août. Et il faut aussi se dire qu'en plus, en 1983, c'était au lendemain, et elle n'était pas terminée non plus, de la crise économique de 1982. Oui, ça, je m'en souviens, ça. De 1982. Oui. Et au Québec, on était particulièrement touchés par la crise économique de 1982, étant donné nos industries, textiles, etc. Autant qu'on n'a pas été touchés beaucoup par la crise de 2008 en 1982, on était énormément touchés. Donc, le marché de l'emploi était assez sombre. OK. C'était très difficile de se trouver un emploi. Le secteur public, quand tu as un bac en service social, normalement, tu travailles pour la fonction publique, pour le ministère de la Santé et des Services sociaux. Et à cette époque-là, il embauchait à peu près pas. Fait qu'il y avait pas beaucoup de perspectives devant nous. Il y a donc perte de ma conjointe, hospitalisation, opération dans le dos, rétablissement de l'opération dans le dos, pas d'emploi. Par contre, j'avais été chanceux, j'avais réussi à faire mon chômage l'année d'avant avec mon emploi d'été qui était coordonnateur d'opération de colonies de vacances au CSS, 13 semaines. J'ai réussi à faire un 3-4 semaines ailleurs pour m'en donner assez pour l'assurance emploi. Mm-hmm. Fait qu'au moins, j'avais l'assurance emploi, mais tu peux pas y passer le restant de ta vie sur l'assurance emploi. Fait que donc, c'était assez sombre. Il y a le CMO de l'INCA de Québec, Denis Dumont, qui travaillait là à l'époque, qui m'a parlé d'un cours qui allait se donner au Cégep Bois-de-Boulogne en informatique.
un certificat d'études collégiales en 1 an. Puis j'avais dit, tu peux mettre mon nom. On verra si je suis pris, je prendrai une décision, mais que ça arrive. C'était un peu comme l'apparition de l'informatique, là, qui faisait, Oui. Oui. C'était vraiment l'apparition de l'informatique. Quand j'ai dit oui, j'avais jamais vu un ordinateur de ma vie. Oh, ok, ça que là, on partait de loin. Dans mon cas, je partais de loin, je n'avais jamais vu un de ma vie. Par contre, le premier ordinateur que j'ai vu, c'était en rentrant dans le cours d'informatique. Par contre, ma conjointe avait fait un deck en informatique. Oui, c'est vrai. Donc, c'était quelque chose que j'avais, je savais un peu ce qui se passait là-dedans par l'entremise de ma conjointe, si on peut dire. Le vendredi, sous toute réserve, il me semble que c'était le vendredi 1er février 1983. Je te disais tantôt en 80 que quand j'ai fini l'université, on était au lendemain, on était plus qu'au lendemain. J'ai fini mon université en 82. Fait qu'on était vraiment dans la crise. En pleine crise. Ouais. Okay. Donc, 1er février 1983, ou dans ces coins-là, ou fin janvier 83, j'ai reçu un téléphone le vendredi, comme de quoi j'étais accepté au Cégep de Bois-de-Boulogne, dans le certificat en informatique, puis ça commençait le lundi à 5h. Oh, OK. Il vous annonçait pas ça ben longtemps d'avance, là. Fait que j'ai réussi à me trouver quelqu'un pendant la fin de semaine, puis je l'ai payé pour qu'il me monte en auto. On est parti de chez moi le matin vers 6h. On est arrivé à Montréal vers midi. Je me suis trouvé un appartement l'après-midi et j'étais allé à mes cours à 5h le soir. J'en revenais coucher dans mon appartement le soir. Autrement dit, ça s'est fait très rapidement. Hey, là. Puis donc, j'ai fait mon cours, le certificat de collégial en informatique. Et suite à ça, j'ai eu un emploi au ministère de l'Emploi et Immigration Canada. Ça s'appelait même à l'époque, je sais pas comment ça s'appelle. C'est le ministère là, qui administre à l'époque, ça administrait et l'immigration et l'assurance chômage, ces choses-là. OK. Ça s'appelait Emploi et Immigration Canada. J'ai travaillé là pendant 6 mois, de février à août 84, et j'aimais vraiment pas ça. J'avais la misère à me lever le matin. Je me suis dit, c'est pas vrai que je vais avoir de la misère à me lever le matin jusqu'à 65 ans. Toute la vie, là. Fait que j'ai eu une offre d'emploi de 6 semaines. À cet endroit-là, j'avais une job permanente, un emploi permanent. J'ai eu une offre d'emploi de 6 semaines à contrat. Et j'ai lâché l'emploi pour ce contrat-là. Pour ce contrat-là. Qui était à l'Institut Nazareth-Louvrel. Ah, d'accord. Mais d'un autre côté, t'aimais pas l'autre place. C'est ça. Fait que j'ai pris une chance. Je me suis dit, j'ai pas d'enfant, j'ai pas de soutien, j'ai juste moi à m'occuper. Je prends une chance. Un petit risque calculé, là, ouais. qui impliquait toi. C'est ça. Qui m'impliquait que moi et qui impliquait je me voyais pas être capable ça veut dire avoir de la difficulté à se lever le matin, ça te tente pas de te lever parce que ça te tente pas de te rendre au travail pendant 30 ans, là, c'est dur. Fait que j'ai pris l'emploi de 6 semaines. Au même moment, j'ai rencontré ma conjointe actuelle au début 84, fin 83, début 84. Je restais avec elle à ce moment-là. Elle a travaillé de son côté. Je suis rentré à l'Institut pour un contrat de 6 semaines et pendant ce contrat-là, la Régie d'assurance maladie du Québec a accepté comme aide ce qu'on appelait à l'époque les Versabrailles P2D. Là. Oui, j'ai connu ça aussi. Fait que moi, c'était dans ce domaine-là que j'avais été embauché pour le contrat de 6 semaines. OK. Puis avant, il m'avait donné un contrat au mois de juin d'une fin de semaine à Ottawa. Mais ça, j'avais fait ça. J'avais pas lâché mon emploi pour ça. Mais j'avais été à Ottawa une fin de semaine. Il m'a demandé, es-tu capable d'aller montrer le Versabraille avec une imprimante à un client?
J'ai dit, il n'y a pas de problème. Je savais même pas c'était quoi un versabraille. Je connaissais quelqu'un qui en avait un. Fait que j'ai emprunté son manuel d'instruction. J'ai lu le manuel, puis je suis parti à la fin de semaine donner l'entraînement. Aïe, aïe, aïe. OK. Je prenais une chance. Mais là, comment on appelle ça, là? C'est jouer gros, quand même. Oui, c'est jouer gros, mais c'est... j'avais comme confiance en mes... Je me suis dit, au pire, ce qui peut arriver, c'est que je sois pas capable. Là. Je veux dire, pourquoi moi je serais moins bon qu'un autre? C'est un peu ça, moi. Fait que là, vu que les versabrailles avaient entré sur le décret de la Régie de l'assurance maladie du Québec, ils m'ont donné un autre contrat de 12 semaines. Fait que là, je donnais des entraînements sur le P2D à des clients. Après ça, j'ai eu un autre contrat de 14 semaines. Puis pendant ce temps-là, j'avais été donné une formation à Québec à une dizaine d'intervenants de la région de Québec, des profs, des gens du Centre Weber, etc. Et le Centre Weber m'a offert un emploi permanent. OK. Et quand je suis revenu à Loubraille, j'ai dit à Loubraille, j'ai dit, Québec m'offre un emploi permanent. J'ai dit, je pense que je vais y aller parce que... Fait que quand ils ont vu ça à l'Institut, ils m'ont donné une augmentation de 20% et ils m'ont donné un contrat d'1 an pour me garder. Fait que là, j'ai fait comme une autre... Après ça, j'ai renouvelé un autre contrat d'1 an pour, en 87, là, je suis devenu permanent à l'Institut. OK, ça a pris comme 3 ans. 3 ans. Quand je te disais qu'ils embauchaient pas dans cette période-là, là, c'était pas juste au CSS, c'est partout. C'était partout. Dans le réseau de la santé, là. J'ai été pendant 11 ans le plus jeune intervenant à l'Institut. Ah oui. Ouais. En termes d'âge. En termes d'âge. Puis le troisième plus jeune en termes d'ancienneté. Fait que ils ont embauché 2 personnes en 1984 et 1995. Ils ont embauché 2 intervenants à l'Institut. Ça embauchait vraiment pas à cette époque-là. Le réseau, là, c'était vraiment... Fait que donc, en 87, je suis devenu intervenant permanent. Avant, j'étais contractuel. J'avais comme une entreprise. J'étais payé comme au nom d'une entreprise. OK. En 87, je suis devenu permanent. En 90, vu que je suis devenu permanent syndiqué, un an plus tard, je me suis impliqué dans le syndicat. Ah oui, OK. Comme secrétaire. En 89, j'étais président. En 90, j'ai abandonné parce qu'ils m'ont donné... J'ai abandonné la présidence parce que l'Institut m'a donné un poste de coordonnateur. Et pour ça, ils m'ont demandé de lâcher la présidence du syndicat. OK. Fait que j'ai pris le poste de coordonnateur. Puis en mars 91, j'ai été cadre de l'Institut. Ah, d'accord. Ça qui a eu toute une belle progression. Puis j'ai été cadre intermédiaire de 91, grosso modo, à l'an 2000. Puis j'ai demandé à l'an 2000, j'ai demandé au directeur général de revenir intervenant. Ah oui? Le directeur général m'avait même laissé miroiter lui, un poste de cadre supérieur, puis j'ai dit que je n'étais pas intéressé, puis 2 mois après, je lui demandais de revenir intervenant. C'est un choix personnel. Là. Tu sais, quand t'es cadre, c'est plus difficile à 4h30 de laisser tout de côté, là, dans le sens que tu apportes un peu plus ta vie de travail à la maison. À la maison. Ça, c'est un. Puis, c'est plus... Je voulais autrement dire, ça demande plus au niveau... cadre, ça demande plus de stress, si on peut dire. OK. Fait que j'avais demandé de revenir intervenant. Ce que j'ai fait jusqu'à la fin de ma carrière, là, en 2017. Par contre, les 3 dernières années de ma carrière, dans le fond, je voyais plus d'usager. J'étais que président du syndicat. Ah oui? OK. Quand j'ai revenu syndiqué, j'ai retourné dans le syndicat comme trésorier. Je me souviens plus des postes que j'ai occupés. Puis en 2011,
j'ai pris la présidence jusqu'en 2017. De 2014 à 2017, je travaillais juste 2 jours semaine, donc je faisais juste m'occuper du syndicat. OK. Pendant mon 33 ans à l'Institut, je dirais que les gros dossiers que je me suis occupé, un dossier entre autres que je me suis occupé beaucoup, de 1991 à 2011, c'est l'évolution du décret de la Régie de l'assurance maladie du Québec. Le décret actuel là, qui a été fait en 2011, c'est moi qui étais négociateur principal pour les centres de réadaptation. OK. Puis, de 91, autrement dit, à 2011, j'ai travaillé en collaboration avec la Régie de l'assurance maladie du Québec de façon continue. Puis, j'ai arrêté de m'occuper de ça après l'arrivée du nouveau décret en 2012 à peu près. Fait que ça, c'est une des choses que je me suis occupé beaucoup. Une autre chose que j'ai fait beaucoup pendant ma carrière, c'est faire des représentations, autant dans le temps que j'étais cadre que dans le temps que j'étais syndiqué, pour prévoir des tâches faisables par des personnes ayant une déficience visuelle pour qu'on puisse l'embaucher. À un moment donné, il y avait à peu près 100 syndiqués au niveau de mon syndicat, puis il y avait là-dessus 23 personnes ayant une déficience visuelle. Okay. On a réussi à monter jusque-là. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Là. Il y a eu une détérioration par la suite, là, mais ça a quand même monté là, ça jusqu'à a quand même monté, presque 25%. Là. Presque 25%. Puis à l'époque, là, les gens qui travaillent aux éditions Braille, sauf Pierre Ferland, sauf les 2 personnes, tous les autres, ils étaient pas dans notre syndicat. Là. OK. Il y en a 7-8 qui travaillaient aux éditions Braille, qui n'étaient pas dans notre syndicat. Qui étaient non-voyants. Là. Qui étaient non-voyants. Mm-hmm. Moi, je parle juste de ceux qui étaient dans notre syndicat. OK. C'était presque 25% de nos membres qui étaient syndiqués. Mais moi, comme je te dis, quand ils étaient pour s'ouvrir des postes, je posais toujours des questions. Y a-t-il moyen que les tâches soient faites fasse en sorte qu'une personne ayant une déficience visuelle puisse l'occuper? Y a-t-il moyen, il y a 2 postes qui vont s'ouvrir, y a-t-il moyen d'en faire un des 2, y mettre des tâches pour qu'on puisse au moins en donner à une personne qui a une déficience visuelle? Tu sais, autrement dit. Moi, je pense que c'est les genres de choses qu'il faut faire si on veut avoir des personnes ayant une déficience visuelle qui travaillent. Pour une personne ayant une déficience visuelle, là, surtout une personne ayant une déficience visuelle totale, là, tu peux presque pas occuper un emploi s'il n'y a pas un aménagement de poste de travail. C'est clair. Un aménagement des tâches. Fait qu'il faut que ça soit pensé lorsque tu crées le poste. Plus que c'est pensé tôt dans le processus, plus que tu as des chances de pouvoir plus l'intégration accueillir. de la personne va se... Puis plus tu as des chances de pouvoir accueillir une personne qui a une déficience visuelle. Fait que ça, c'est une chose que j'ai fait un peu tout au long de ma carrière aussi. Puis là, je veux pas qu'on rentre trop dans le... Mais quand on sent une détérioration, j'imagine que c'est pas non plus encourageant. Puis comment qu'on peut expliquer ça, une dégradation comme ça de... Le fait qu'il y ait moins de personnes ayant une déficience visuelle qui travaillent aujourd'hui, ouais. et la dégradation qu'on peut sentir dans les services à l'usager, que moi en tout cas je sens et que moi je selon ta perception. C'est ça, ma perception, c'est qu'il y a une dégradation. Ça commence à la taille de l'établissement. On a eu des DG très, très pro-usagers à l'Institut. On a été chanceux. Normand Giroux était quand même un DG qui avait à cœur la déficience visuelle, malgré ce qui s'est passé en 93 quand il a été démis, là. Il faut lui donner ce qui lui appartient. C'était quelqu'un qui était très, très ouvert aux personnes ayant une déficience visuelle. Gabriel Collard, la même chose. Suite au départ de Gabriel, les choses ont commencé à se détériorer. Moi, je pense que ça commence par la direction. Et ça s'enclenche petit à petit. À l'Institut, moi, ce que j'ai senti, c'est que
il y a une époque que le milieu passait avant le réseau. Et petit à petit, à partir du départ de Gabriel, le réseau a commencé à passer avant le milieu. Ça se fait doucement, ces choses-là. C'est sûr, ça se fait pas du jour au lendemain. Du jour au lendemain. Et ça a commencé à se détériorer à ce moment-là, tranquillement. Il y a eu un accroissement de la détérioration en 2011 avec l'embauche d'une directrice des services de réadaptation qui avait encore moins à cœur les personnes ayant une déficience visuelle. Puis, tu as eu une dégradation qui s'est poursuivie avec la fusion des établissements. Puis, c'est parce que le DG, là, on peut plus parler du DG parce que le DG est tellement loin de l'Institut que c'est plus lui là, qui est... l'établissement pour le DG du 6 Montérégie Centre, c'est une goutte d'eau. C'est ça, il y a plus... j'allais dire, il y a plus tant que ça à voir dans ça, mais bon. Puis, mais grosso modo, à l'Institut, pendant les 33 ans que j'ai passé là, je peux dire que j'ai passé dans un moment où c'était très intéressant de travailler à l'Institut. On avait les usagers à cœur. Moi, mes valeurs, c'était de donner un service de qualité à l'usager. Et c'était les valeurs d'établissement. Fait que quand tes valeurs vont avec celles de l'établissement, mais c'est sûr que tu te sens heureux à ta job, dans tes tâches. En plus que, d'après ce que j'en comprends, tu as eu des tâches quand même assez variées, tu as eu l'occasion de changer de poste, c'est bien ça aussi. Oui. On n'a pas le temps trop de... je dis pas le temps. Et quand on est plusieurs années dans un poste, oui, mais bon, la grosse routine plate, là, où pas avoir envie de se lever, on vit plus ça, là. J'ai été très, très chanceux, effectivement. J'ai occupé des emplois différents et j'ai pu toujours avoir des tâches connexes. M'occuper du décret de la RAMQ, on va dire que ça me demandait l'équivalent d'une demi-journée par semaine. OK. Ben, ça faisait quelque chose de... Tu sais, autrement dit, c'était comme une tâche connexe. Le syndicat, j'étais dans le syndicat, ça faisait comme une autre dimension aussi. Mes 7 premières années, je dis 7, de 84 à 2011, je m'occupais surtout des adultes. Je donnais des entraînements aux adultes. De 2011 à 2000, pas 2011, c'est-à-dire 1991, je disais 2011 tantôt, de 84 à 91. De 91 à 2000, quand j'étais cadre de 1, 2, 3, 4, 5, 6, il y a 7 services différents. Il y a 7 services différents, mais il y a un moment donné, j'avais 3 services en même temps. J'avais Aîné Montérégie Laval, d'ailleurs, c'est moi qui gérais Montérégie Laval quand il a été créé le point de service de Laval. On appelait ça socio-professionnel à l'époque, qui est l'équivalent des adultes d'aujourd'hui un peu. Puis j'avais Basse Vision en même temps. Aïe, OK. Fait que, mais pendant une courte période. Ouais. À un moment donné, avant que ça soit par programme comme ça, c'était par service, je gérais communication, AVQ, puis socio-pro en même temps. C'est autrement dit, quand je te dis j'ai fait 7 services, dans le fond, les services que j'ai fait plus permanents, c'était communication, Aîné, Montérégie Laval, puis par la suite adulte. Puis j'ai remplacé aussi quelqu'un pendant un an, pendant 8 mois à peu près à l'enfance. OK. Puis quand j'ai revenu intervenant, j'étais allé à l'enfance. Je montrais le braille et les aides informatiques braille aux enfants de 5 ans à peu près à 12-14 ans. OK. Fait que j'ai fait toujours des choses un peu différentes. Ben oui, puis avec différentes clientèles. Puis les 5 dernières années de ma carrière, comme je te dis, les 3 dernières, je m'occupais juste du syndicat. Puis les 2 avant ça, je travaillais 3 jours semaine. Puis je faisais 2 jours de syndicat puis 1 jour avec les usagers. Effectivement, j'ai eu la chance de pouvoir, tout en travaillant toujours à l'Institut, changer d'emploi. Ça, on peut dire. Ben, c'est merveilleux, puis c'est vraiment pas tout le monde qui a l'occasion
Que cette chance-là, comme tu l'as dit toi-même. Hein. Puis au niveau plus professionnel, pendant que je faisais la carrière à l'Institut, j'ai eu aussi, ben ça c'est pas professionnel, là, mais j'ai eu des immeubles à logement. Là. Ah oui, donc tu étais propriétaire d'immeubles, Ouais. puis tu louais ces appartements-là. Ouais, j'ai eu un 6 logements, OK. puis un 38. Un 36, c'est-à-dire. Oh. Un 32, c'est-à-dire. Fait que ça me faisait 38 logements, mais ça, quand j'avais ces 38 logements-là, j'étais avec quelqu'un d'autre. OK. Puis par la suite, on a vendu le 32 logements, puis j'ai acheté l'ensemble du 6, fait que j'ai géré le 6 logements jusqu'à récemment, là, c'est moi qui l'ai géré. Ça doit être quand même beaucoup de... C'est beaucoup de responsabilités, ça doit être beaucoup de j'allais dire de problèmes. Parce que les gens, ils appellent quand il y a des problèmes. Quand il n'y a pas de problème, habituellement, ils appellent pas. Ça doit remplir quand même... ça doit remplir des temps libres. Effectivement, tu as raison. Quand tout va bien, on n'a pas de téléphone. C'est quand on a un téléphone, c'est sûr, c'est parce qu'il y a un problème. C'est ça, habituellement, là. Moi, en tout cas, quand j'appelle mon propriétaire, c'est parce que j'ai un problème. Je dirais que la gestion d'un immeuble, pour une personne qui a une déficience visuelle, c'est un peu là que tu veux venir avec ta question aussi, Oui. parce que il y a deux grands axes quand on gère des logements. Tu as l'axe des relations humaines, relations avec le locataire, si on peut dire, puis l'axe des résolutions de problèmes. Oui. Puis c'est deux choses, à mon avis, qui sont très importantes. Ouais. La dimension relation avec le client, ça, même si tu vois pas, il n'y a rien qui t'empêche de l'avoir. On peut être aussi bon, sinon mieux, qu'une personne qui voit. Autrement dit, ça change absolument rien. Puis la dimension résolution de problèmes, c'est... Il faut que tu aies un homme à tout faire qui est disponible dans un délai rapide. Quand tu as ça, t'es correct. Moi, j'ai été chanceux, j'ai toujours eu quelqu'un. Fait que si ça demandait une réparation, ben j'appelais la personne, puis qui allait dans un délai, on va dire, de 24 à 48 heures. C'est sûr que si c'est un problème de plomberie grave, ben là, t'appelles un plombier. Il va tout de suite, mais là, ou de très toute vite. façon, c'est ça. Le désavantage qu'on a quand on voit pas, c'est qu'on peut pas faire les réparations nous-mêmes. Fait que ça, entre guillemets, ça peut nous coûter un petit peu plus cher. Ben, Parce qu'il faut tu mais encore là, un grave problème de plomberie, même si tu vois clair, tu le feras pas. Tu le feras pas. Il y a des choses que tu ferais pas de toute façon. Mais il y a des choses plus faciles comme peinturer un logement que on va dire, exemple, que tu pourrais faire si tu verrais. Ben, moi, je pouvais rien faire de tout ça. Fait que, il fallait toujours que je sous-contracte quelqu'un pour aller faire les choses, mais c'est pas plus que ça. OK. Je dirais que ça a été les 20 ans, on va dire, que je me suis occupé moi-même du 6 logements, là, je peux pas dire que ça m'a causé des problèmes si difficiles que ça. 6 aussi, je trouve que c'est raisonnable. Là, quand t'en as 30 quelques, là c'est pas long que des fois tu peux ne plus savoir où donner de la tête. Là, ouais, si j'aurais eu 38 au lieu de 6, ça multiplie les problèmes, par 6, et surtout qu'un 32 logements, c'est pas le même type de clientèle. Il y a probablement un peu plus de problèmes même. C'est ça. Fait que c'est sûr là que c'est pas pareil. Mais quand même, une expérience qui a été, j'imagine, ça a duré quand même 20 ans, ça a dû être quand même... Ouais, ben je l'ai encore. Oui? Je l'ai plus parce que je l'ai donné à mes enfants. Une époque, dans tout ça, je l'ai donné à mes enfants pour payer leurs études. OK. Fait que maintenant, c'est mon garçon qui s'en occupe depuis 1 an. OK. Ben, c'est resté dans la famille. Ouais. C'est une façon, autrement dit, les revenus générés par le 6, ça lui permettait de payer les études universitaires. OK. Okay. Et c'est bien que tu parles de tes enfants parce que je voulais qu'on parle un petit peu du côté personnel, un peu du côté couple. Parce que tu m'as permis de poser des questions là-dessus un peu. Et
tu disais que tu avais eu quand même des copines, bon, avant la mère des enfants. Je sais pas comment l'appeler, je veux pas... Ma conjointe Oui, actuelle. la conjointe actuelle. Bon, si je commence par une question très bête, OK? Bon, on disait socialement, c'était pas trop compliqué de te faire des amis, te faire des copines. Est-ce que c'était un peu plus... Bon, comment... Je vais pas dire est-ce que c'était plus compliqué, je vais dire un peu comment tu t'y prenais. Hein? On va demander ça comme ça. Moi, j'ai déjà réfléchi là-dessus. C'est plus compliqué, effectivement, pour une personne qui a une déficience visuelle. Je le pense aussi. Parce que ce que je me suis rendu compte au fil du temps, c'est que les personnes qui voient font un premier contact visuel. Toujours. et à partir du contact du visuel, voient si l'autre a un intérêt ou non. Autrement dit, il y a quelque chose qui se passe avant même qui s'aborde. Qu'il y a eu un mot d'échanger. Qu'il y a eu un mot d'échanger. Nous, ce premier contact visuel-là, on l'a pas. Moi, j'ai un résidu visuel, mais il est tellement faible que ça te permet pas de percevoir ça. Ça me permet pas de percevoir ça. Fait que c'est toujours plus difficile, effectivement, pour nous. Il y a des personnes ayant une déficience visuelle qui s'en tirent mieux que d'autres. Moi, je te dirais que j'étais dans la moyenne, peut-être même dans la moyenne inférieure. J'aurais vu parfaitement clair et j'aurais pas été un tombeur. Là. OK. Bon, ça, déjà, en partant. Je suis certain que j'aurais pas été un tombeur. On sera pas en train de se dire que c'est juste le handicap, là, que jouer non, là-dessus. Selon moi, non. OK. Je te dirais que j'ai jamais trouvé ça facile. OK. C'est pas quelque chose qui était facile pour moi. J'en connais d'autres personnes qui ont une déficience visuelle qui avaient plus de facilité. Même des aveugles totales. Mais moi, c'était plus difficile. OK. Fait que c'est ça, je te disais, j'avais une copine, une conjointe, je sais pas comment l'appeler moi non plus, pendant ma 2e année de cégep, mes 3 ans d'université. On m'a dit, on restait ensemble 4 ans, on était à peu près 50 ans ensemble. On s'est séparés vers la fin de l'université. Après ça, j'ai rencontré ma conjointe actuelle à fin 83, ici à Montréal. Donc, okay. Puis on est ensemble depuis ce temps-là. Et là, bon, cette conjointe-là, elle a aussi un problème de vision? Oui, actuellement... à l'époque, quand je l'ai connue, elle était demi-voyante. Okay. avait un résidu visuel à peu près égal au mien, avec un moins bon champ, mais une acuité à peu près égale, sinon un peu plus. Okay. Mais c'est une pathologie dégénérative, donc il y a une dégradation. Maintenant, elle ne le voit plus du tout. Là. Okay. Mais on va dire les 4-5 premières années qu'on était ensemble, on voyait quand même un peu. Okay, mais ça s'est détérioré c'est une pathologie dégénérative. C'est que dans ce temps-là, c'est sûr que... Puis, fait que c'est ça. J'ai eu 2 enfants avec elle. Un en 87, un gars en 87, une fille en 89. Denise, à ce moment-là, quand tu as des enfants, quand tu vois pas, les deux voient pas, tu t'es sûrement rendu compte de ça par toi-même, Martin. Nous, on peut faire beaucoup de choses, mais c'est toujours un peu plus lent. C'est autrement dit, c'est faire à manger, exemple, ben ça nous demande un peu plus qu'une personne qui voit. On réussit à le faire, puis on réussit à le faire bien, mais ça demande souvent un petit peu plus de temps. Ne serait-ce que vider du liquide dans une tasse, une personne qui voit, elle va le vider un petit peu plus vite. Peu importe les choses, là. Fait que avoir des enfants, s'occuper des enfants, plus travailler tous les deux. Nous, on a choisi que Denise reste à la maison pendant que les enfants étaient jeunes. C'est ça le compromis qu'on a fait, dans le fond. OK. Denise a resté à la maison à partir de la naissance de ma fille jusqu'à l'âge de 10 ans. Fait que c'est ça le compromis qu'on a fait pour... c'est un choix, tu sais. Mais tous les deux, vous vouliez des enfants, même si vous aviez un problème de vision. Oui. Toi, bon,
d'avoir une conjointe qui avait, en tout cas, qui voyait quand même bien, mais qui c'était dégénératif, c'était pas quelque chose non plus qui c'était pas d'avoir une conjointe voyante à tout prix, là, c'était pas ça, hein, Non, ça a jamais été ma première conjointe avec qui j'ai resté, c'était une conjointe voyante, mais c'était pas à cette époque-là de ma vie, c'était pas une conjointe voyante à tout prix. OK. Non, ça a jamais été ben, si ça aurait été une conjointe voyante à tout prix, j'aurais pas été avec une conjointe voyante. Non, c'est ça. Puis, fait que c'est ça. Puis au niveau familial, ben c'est ça. Denise a resté à la maison jusqu'à l'âge que ma fille ait 10 ans. Au niveau élever des enfants, ça c'est quelque chose qui nous a pas demandé. Je veux dire, c'est quelque chose qui s'est bien fait. Là. Mes enfants ont pas été traumatisés non plus. Ma fille est médecin, mon gars il est administrateur. Si je veux dire, autrement dit, ça les a pas nuit dans leurs études en tout cas. En tout cas, ils ont fait des belles études. C'est ça. Fait ils ont une belle carrière maintenant. Mais bon, si on pose quand même, c'est pas une question plate, mais une question, tu disais, bon, des fois, il y a des choses que c'est plus lent à faire quand on voit pas, mais quand on a des enfants, mettons, puis toi, tes 2 enfants sont quand même assez rapprochés en âge, ça fait que ils ont pas eu, ils ont vieilli, ils se sont suivis quand même assez. Est-ce que c'est arrivé des fois que je sais pas moi, des petites affaires que c'est plus compliqué ou je sais pas, les enfants, est-ce qu'ils vous jouent plus de tours? Je sais pas, des choses que tu remarques qui... Nous, on était très chanceux. On a eu des enfants qui s'accordaient bien. OK, déjà en partant. Moi, je me souviens quand il y avait 3 puis 4 ans, je lui disais respectez-vous, mais que vous soyez à la fin de votre vie, ça va être, vous allez pouvoir compter un sur l'autre. Autrement dit, vous serez jamais aussi près de quelqu'un que de votre, vous êtes que 2, autrement dit, je lui disais de tenir l'un à l'autre, puis de se respecter. Puis ils se sont toujours assez bien entendus. Non, puis on n'avait pas des enfants qui profitaient de notre déficience visuelle. Franchement, là, j'ai pas vu ça vraiment. Ils s'entraidaient entre eux pour compenser notre déficience visuelle. Quand il y en a un qui se faisait mal, on va dire mon gars avait 5 ans, ma fille avait 3 ans, mon gars il se faisait mal, il tombait, il était égratigné sur un genou ou sur un bras, puis il y avait de l'affaire, puis tout ça, c'est ma fille qui lavait ça, c'est ma fille qui s'en occupait, même si ça avait juste 3 ans. Puis on supervisait, mais c'était autrement dit, vu qu'il voyait ce qu'il faisait, il faisait ça entre eux. Oui, puis il y avait comme une maturité là qui était... Puis non, on a eu des enfants... j'ai pas senti qu'ils profitaient de notre déficience visuelle. OK. Non, j'ai vraiment... Là, je te dis pas que ça arrive pas, là, mais je te dis pas qu'ils l'ont jamais fait, mais je l'ai pas... C'est pas quelque chose qui ressort. Non, c'est pas quelque chose qui ressort. Non, là-dessus, on était... relativement, c'était vraiment bien. Et là, la retraite, est-ce que ça a été longtemps réfléchi, la retraite? Est-ce que c'est quelque chose qui fait peur? Est-ce que c'est quelque chose que c'est facile à dire? On va faire ça quand on va être à la retraite, puis rendu à la retraite de le faire, d'être toujours occupé, d'être en tout cas assez occupé pour pas s'ennuyer. Moi, tout au long de ma carrière, quelque chose que je me disais, c'est que le travail, c'est pas une fin en soi. Le travail, c'est un moyen mis à notre... On peut choisir un autre chemin, là, mais en vivant plus pauvre, là, mais autrement dit, c'est un moyen de gagner sa vie, si on peut dire. C'est pas une fin en soi. Le travail a jamais été une fin en soi pour moi. OK. Et ma retraite était planifiée. J'ai été chanceux, je travaillais pour le réseau de la santé et des services sociaux, donc gouvernemental. On peut planifier notre retraite, c'est plus facile au niveau monétaire, étant donné
Oui, le régime de retraite, puis etc. Fait que là-dessus, c'était facile à prévoir. Et ma retraite était prévue de longue date, là, autrement dit. Je savais quand est-ce que j'allais prendre ma retraite. Là. OK. Puis, l'année avant que je prenne ma retraite, je me suis acheté une maison de campagne, un chalet. Là. C'est comme une maison, mais sur le bord d'un lac à Rivière-Bleue. Ah, OK, Fait dans ce coin-là. Fait que je vais passer mes étés là. Puis j'y vais, comme je suis allé un petit peu cet automne, on y va une semaine ou deux en hiver. C'est autrement dit, on y va. Puis l'été, ben moi, on va dire du 24 juin au à la fête du travail, je passe mon été là. La Saint-Jean à la fête du travail, là, c'est là-bas. C'est ça. OK. La Saint-Jean à la fête du travail, je passe mon été là. Fait que ça, c'est une première, autrement dit. Je passe mon été, dans le fond, à faire de la marche, du kayak, de la marche dans le bois, du kayak, du pédalo, de la baignade. Autrement dit, je fais des activités de ce type-là durant l'été. Plein air. Plein air, beaucoup centré sur l'eau. L'eau est... Ah oui? l'eau, OK. dans le sens que j'ai le lac, tu sais. Oui, oui. Fait que kayak, je me suis acheté un kayak, je me suis acheté un pédalo, le lac est baignable, autrement dit. Fait que ça, c'est pour l'été. L'automne puis le printemps, je marche au niveau physique, je marche quand même assez régulièrement. Moi, je suis pas quelqu'un qui a besoin de faire des choses manuelles. Je suis plus intellectuel. Je sais pas si c'est en cause de ma vision ou je le suis devenu en cause. Mais je pense que j'aurais vu puis j'aurais pas été si habile que ça. Mais je pense que j'aurais été quand même un peu mieux là. Mais fait que je lis beaucoup. Je joue au Scrabble, je joue aux échecs. D'ailleurs, les échecs, ça, j'ai appris ça à Loubraille. OK. J'ai même gagné le tournoi d'échecs provincial j'ai appris à jouer aux échecs en 1972, puis j'ai gagné le tournoi provincial en 1974. Ah oui? Oh mon Dieu, OK. Puis, mais c'est pas parce que j'étais si bon que ça, là, j'ai eu une chance un peu. Mais tu sais, j'ai toujours continué à jouer aux échecs, puis je joue aux cartes un peu, je joue au Scrabble, je fais de la marche, comme je te disais. L'hiver, là, la marche, j'en fais un peu moins. L'hiver, au niveau physique, j'en fais un peu moins. Quand on descend à Rivière-Bleue, là, je fais de la raquette sur le lac. La fois de même, mais je peux dire que je fais plus des choses plus intellectuelles. Puis je suis pas quelqu'un qui a une tendance à s'ennuyer. Ben, tant mieux. Puis je participe à quelques activités. Le mercredi, je prends toujours ma marche jusqu'au 12h55 Beauregard. Je vais jouer un petit peu aux cartes. Il y a des gens qui se réunissent puis ils jouent aux cartes. Je joue une partie avec eux. Ouais, ben l'association des aveugles de la Rive-Sud, on a encore un local là. Ouais, c'est ça. Je joue une partie avec eux. Je donne ça comme exemple. Je joue une partie avec eux, on va dire de 1h à 2h, 2h15. Après ça, je reviens chez nous en marchant. Fait que ça me fait une marche de 8 km tout en jouant. Ouais, j'ai su que tu partais avant le gâteau, avant la pause la pause du gâteau. Puis je vais manger au restaurant avec des amis de temps en temps. Je vais, tu sais, autrement dit, je vais voir des amis, je côtoie des amis. Tu sais, fait que c'est un petit peu ça Mais plus jeune, je me suis impliqué beaucoup dans les organismes du milieu. J'étais trésorier du RAM, j'étais trésorier du RAC, j'ai été président du RAM, président du RAC. Oui, OK. J'ai été dans les années 80-90, là, j'étais beaucoup plus impliqué, aller à peu près jusqu'au début des années 2000. J'ai été un petit peu sur le conseil d'administration de la SAM, mais je m'implique beaucoup moins au niveau au niveau des organismes. Je dis pas que je le referai pas à un moment donné, là, mais pour le moment, je m'implique beaucoup moins que je me suis impliqué dans les années 80 et 90. Mais en tout cas, l'important, c'est que tu ne sembles pas t'ennuyer. C'est ça l'important. C'est de trouver, dans le fond, ce qui nous tente, ce qui nous intéresse, et puis de le faire. Puis de temps en temps aussi, je fais un voyage dans le sud. Mais moi puis Denise, contrairement à d'autres personnes qui ont des déficiences visuelles, ben on remarque que c'est pas la majorité qui le font. On ne se sent pas l'énergie nécessaire pour voyager. Moi,
juste moi puis elle. Premièrement, moi, je suis très mauvais en anglais. La seule langue que je parle, puis que je parle plus ou moins bien, c'est le français. Denise est un peu mieux que moi en anglais, mais pas extraordinaire. Elle parle pas d'autres langues non plus. Puis on va pas beaucoup ni un ni l'autre, fait que on fait des voyages, mais faut toujours que ça donne il faut qu'on accompagne du monde qu'on connaît, autrement dit. Okay. Fait que on est un petit peu à remorque. Remarque, c'est parce on veut pas se donner la peine, parce que je sais qu'il y en a qui le font. Mais nous, on se sent pas c'est moins votre... C'est ça. Mais parce que j'aille pas voyager comme tel. OK. Mais comme je te dis, j'ai pas trouvé ça dur à la retraite. Moi, le travailler, c'est pas une fin. Ça a jamais été une fin pour moi. On peut faire toutes sortes d'autres choses dans la vie, autre chose que travailler, autrement dit. C'est l'important de rester occupé puis de rester actif. Ouais. Je pense qu'on a fait un très beau tour, Alain, non seulement de ta vie, mais de plein de perspectives, plein de choses, plein de justement d'occupations que les gens peuvent avoir. Je pense que on a touché à beaucoup de niveaux. Je pense que niveau des études, niveau du travail, niveau des loisirs. Et c'est un aperçu aussi qu'on a donné, je pense. Et ça a été très intéressant, en plus. Moi, ça m'a fait plaisir. J'ai été un petit peu anxieux face à cette entrevue-là, en me demandant si j'allais avoir quelque chose à dire. Mais en fin de compte, je pense que... Ça va être dans les plus longues. Fait que je m'attendais pas à ça. Il y a des gens qui me disent ça, ils savent pas qu'est-ce qu'ils vont dire, tout ça, puis qu'ils le font pas, puis je respecte ça. Mais là, on vient d'avoir quand même une preuve que ça donne une entrevue qui est intéressante et qui a plein de sujets en plus à discuter. Oui, puis moi, dans le fond, j'ai beaucoup de mémoire, hein, fait que quand tu me demandes chronologiquement donner un aperçu de ma vie, je peux en parler longtemps parce que j'ai une bonne mémoire. C'est ça. Ça aide beaucoup. Les gens qui ont la mémoire d'un petit peu de l'ordre des événements puis des dates, là, ça aide toujours. Mais, en tout cas, un gros merci, Alain, d'avoir accepté. Ça m'a fait plaisir, Martin. Et à la prochaine pour peut-être pas un autre 100 émissions, mais encore quelques-unes. Moi, je le dis, tant qu'il y a des gens qui vont accepter de venir s'asseoir au micro, je vais en faire des entrevues. J'ai zéro problème avec ça. Alors, un gros merci. Vous venez d'écouter Connaissez-vous avec Martin Chouinard. Présentateur, Stéphane Pilon en collaboration avec Papillon Sonic. Voix du générique, Joe Notre Pucci. prochaine émission. Notre site web est toujours disponible au www.martinchouinard.com. Notre adresse courriel est connaissez-vous2017@gmail.com sans tiret. Nous attendons vos commentaires et suggestions. Un immense merci à la compagnie Point par Point Incorporée, l'Association des aveugles de la Rive-Sud, AARS, ainsi qu'au Regroupement des aveugles et amblyopes du Montréal métropolitain, RAAMM, de nous prêter gracieusement leurs locaux pour l'enregistrement de certaines de nos émissions. À notre prochaine émission, une personne qui, malgré son problème de vision, s'implique dans plein de projets. France Provost, à notre rendez-vous du 15 novembre.